avoir trois différents buts. Qui sont problème d'argent, le fait de vouloir collectionner une grosse quantité de cartes de hockey, ou le fait de vouloir vraiment jouer aux spéculateurs boursiers, aux spéculateurs de talent, si je peux m'exprimer ici. Si, exemple, votre premier but, c'est le problème, vous voulez régler vos problèmes d'argent. Honnêtement, les cartes de hockey, c'est peut-être pas la meilleure solution. Ou les cartes de sport en général, votre collection de cartes de hockey Upper Deck des années 90, vous ne réglerez pas vos problèmes d'argent de Mastercard du temps des fêtes. Là. Loin de là. Pensez pas, c'est pas parce que vous voyez ça sur les réseaux sociaux. Oh mon dieu, la frayeur est arrivée, il y a un gros boom dans les cartes de hockey, que ça va que le boom est vraiment pour tous les types de cartes possibles. Pour peut-être deux facteurs principaux. Le premier est simple, les cartes de sport ou les cartes à collectionner sont extrêmement spéculatives dans le temps. Ce qui veut dire que ça monte extrêmement vite et ça baisse extrêmement rapidement. Puis c'est juste pour les cartes qui sont soit extrêmement vieilles, donc dans les années 70, ou des cartes quand même assez récentes qui datent peut-être des années 2010, 2011, 2012. Mais honnêtement, les cartes des années 90, à cause qu'il y a eu trop d'imprimeries, malheureusement, ils n'ont pas nécessairement pris beaucoup de valeur. Si votre but premier, c'est de pouvoir compléter une collection, vous voulez compléter la collection de 2020-2021 Upper Deck, désolé, mais c'est peut-être pas la meilleure solution pour arriver à faire la phase vraiment phénoménale, pour deux raisons principales. La première, il y a beaucoup de cartes de hockey dans une collection, ok? Là, c'est dans tous les types de collections, ça peut être aussi pour le basketball, pour le football, peut-être même pour le soccer. C'est tout le même principe. Il y a beaucoup de cartes de hockey. Quand un manufacturier de cartes de hockey sort un produit X, il va sortir un paquet de sous-collections dans son produit. Puis plus que la collection, plus que tes sous-collections deviennent précises, plus qu'ils deviennent rares, plus qu'ils deviennent compliqués à aller chercher, à trouver, parce que là, il y a toujours un peu le principe de pari ou de loto. Là. C'est comme un peu comme les billets gratteux, les billets de gratteux. Là. Il y a des billets qui sont payants, il y a d'autres billets qui sont moins payants, mais c'est la même chose quand tu as des boîtes de cartes de hockey. Il y en a qui peuvent être payants, il y en a qui vont rien valoir. Mais dites-vous que le prix moyen d'une boîte est environ de 160 à 170 $, 150 à 170 $ la boîte pour 24 paquets de 8 cartes. Donc là, il y a comme vraiment, là j'essaie d'expliquer un peu comme il y a vraiment un principe de loto. Donc, au début, ça va bien acheter des boîtes, exemple, au bout, tu avais 3 boîtes, tu vas peut-être être capable de compléter ta base card, puis peut-être être capable d'aller chercher peut-être le quart de tes 4 recrues. Mais à un moment donné, quand tu vas être rendu à plus que la moitié des 4 recrues d'accumuler, là tu vas pogner quasiment beaucoup de doubles. Là ça va te fâcher, là, tu vas être obligé quasiment d'aller chercher des cartes à l'unité. Les cartes à l'unité coûtent un petit peu plus cher, c'est sûr que les cartes coûtent moins cher à l'unité, mais sont plus précises, mais ça demande plus de temps. Puis là ça m'amène aussi à mon deuxième point. Puis mon deuxième point est assez simple. C'est compte tenu que ça prend, la valeur de la carte, la valeur de la collection vaut pas grand chose en tant que tel. Ce qui vaut cher en tant que tel dans une collection de cartes de hockey, c'est les cartes recrues. Par contre, les cartes recrues ont une manière d'agir sur le marché. Je sais que la première année, leurs valeurs vont vraiment, pardonnez-moi l'expression, piquer rapidement. Après ça, ils vont se mettre à baisser tout aussi rapidement l'année suivante. Puis dans l'année 3, 4, 5, 6, 7, 8, ils vont pogner pas mal leur prix d'équilibre. À quelques rares exceptions. Fait que c'est sûr que quand exemple, tu as un talent générationnel, son prix d'équilibre va être très élevé. Par exemple, un Sidney Crosby recrue, ça va valoir peut-être 800 $ la carte recrue base. Puis c'est la carte vraiment pas évaluée,
qui sort directement du paquet et qui n'a pas été, en guillemets, évalué. Donc, c'est sûr, mais dites-vous que des joueurs générationnels, ça va peut-être une fois aux 10 ans ou une fois aux 15 ans. Donc, encore là, c'est peut-être pas la meilleure solution pour arriver à la phase avant que vous voulez arriver. Par exemple, votre but en tant que teneur de carte d'hockey, c'est de pouvoir jouer exemple, au spéculateur boursier ou au spéculateur boursier. C'est-à-dire d'avoir une petite quantité de collection. D'avoir une plus petite collection. Donc peut-être une collection peut-être d'une centaine de cartes, 200 cartes. Puis de juste viser, exemple, des cartes très précises, exemple des cartes avec des gilets, des cartes numérotées, des cartes qui sont avec des cartes qui sont autographiées. Toutes des cartes qui sont, on va dire, spéciales, des special cards, que tu as dans les boîtes une à deux fois. Là, que souvent, comme les cartes avec des gilets, il y en a 2 par boîte, donc c'est sûr qu'il y en a beaucoup moins sur le marché. Donc, ce qui fait qu'elles sont beaucoup plus rares. Puis c'est beaucoup plus facile à vendre à l'unité sur les marchés secondaires comme eBay et ainsi de suite. Donc ça c'est le premier facteur. Donc, il y a comme un principe de logique que c'est plus facile de vendre, c'est plus facile de vendre, d'acheter exemple une carte qui vaut 60$, attendre qu'elle monte à 200, attendre qu'elle monte exemple à 200$, puis faire comme ok je la vends sur le marché secondaire. C'est plus facile de cette manière-là. Donc c'est plus facile. Pour moi, je trouve ça plus facile de faire ça. Le deuxième facteur, le deuxième point, c'est aussi que tu n'as pas le sentiment d'attachement envers tes cartes de hockey. Donc c'est plus facile de t'en débarrasser. Parce que ta carte ne fait pas partie, par exemple, d'un masterpiece de collection, qui est un peu comme un puzzle. Tes cartes, c'est plein de petites pièces de puzzle individuelles que même si tu essaies de mettre ensemble, ça ne marchera pas. Avoir la carte de Sidney Crosby avec un Patch Jersey recru, puis avoir la carte de Connor McDavid recru, c'est 2 années différentes, donc ça marche pas. Ça peut pas fitter ensemble. Là. Fait que pour ces raisons-là, pour ces deux raisons-là, c'est beaucoup plus payant selon moi d'avoir une plus petite collection que tu peux vendre plus facilement, plus rapidement. Que tu peux vendre plus facilement et plus rapidement. Puis c'est pas mal ça. Puis peut-être avec cette méthode-là, vous allez peut-être être capable de peut-être financer votre hobby. Peut-être pas nécessairement vivre de ça, mais peut-être être capable de financer votre hobby. Donc d'être capable de faire un petit peu d'argent de poche pour être capable de financer votre passe-temps qui est collectionner des cartes d'hockey. Puis je veux juste mettre de quoi de clair au début. Les cartes de hockey, les cartes de sport, c'est pas un outil d'investissement. C'est pas un REER, c'est pas un CELI, c'est pas un compte de courtage dans une banque ou dans une caisse populaire. C'est un passe-temps qui peut se financer par lui-même. Ou une partie peut se financer par lui-même. Puis qui ne demande pas nécessairement beaucoup de temps, comme exemple comme les jeux vidéo, ou comme ci, ou comme ça. Comme les jeux vidéo ou comme les Lego ou les modèles à coller. C'est un passe-temps qui est le fun à ranger, qui prend pas de place. Fait que faut pas voir ça comme oh mon Dieu, je vais mettre mon argent de retraite dans les cartes de hockey et puis faire la passe de cash phénoménale. Honnêtement, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas voir ça. OK? Allez à la banque. Si vous voulez faire votre retraite, allez à la banque, allez voir un conseiller financier. Il va vous arranger ça. C'est pas les cartes de hockey qui vont planifier votre retraite. OK? C'est clair? Ne faites pas ça. Pourquoi je me porte une chaîne YouTube? Ben, c'est assez simple comme raisonnement. J'ai toujours voulu essayer de faire le troisième but, c'est-à-dire j'ai toujours essayé de vendre mes cartes sur le marché secondaire, c'est-à-dire sur eBay, sur Facebook, sur peut-être même Instagram. Mais un des moyens, c'est vraiment peut-être un des moyens pour arriver à ça, c'est qu'il faut se créer une communauté. Donc, puis moi, malheureusement, à cause de mon handicap, ben je peux pas me déplacer beaucoup de place en place, puis j'ai pas de permis de conduire, donc
logiquement, un des moyens, c'est vraiment de se créer une communauté, on va dire, entre guillemets, virtuelle. Puis aussi, c'est un excellent moyen, peut-être pour certaines personnes qui veulent commencer dans le passant, de dire, OK, par où que je commence? Ben, moi, tout aussi, je commence au même niveau que ça, c'est-à-dire que je suis vraiment nouveau on va dire, dans ce marché un peu spéculatif de la carte de hockey. Donc, c'est pas mal ça. J'espère que vous allez aimer ça. Puis, c'est pas mal ça. Ah oui, puis aussi, j'aimerais beaucoup, euh, j'aimerais beaucoup aussi que la chaîne présente d'autres produits, c'est-à-dire d'autres produits d'autres produits, c'est-à-dire d'autres produits de cartes de hockey, des cartes de basketball, même peut-être des cartes de football. Euh, Puis c'est pas mal ça. Là. Fait que pour conclure, j'aimerais juste dire un gros respect, man, à tous les youtubeurs comme What the Fuck Kev, Demande Laval, Jay Addict, et ainsi de suite. Parce qu'honnêtement, ce que vous faites, ça a l'air facile, mais honnêtement, ça l'est pas. J'ai essayé. Je suis en train de le faire, c'est ma première vidéo, puis ça l'est vraiment pas. Fait que tout le monde, salut, puis j'espère que vous allez aimer ça. Ben, peace.